Radio Mali, il est 13h à Bamako et 13h à Kéniéba. Le journal Tenemba Mounikata. Bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Visite dans la zone de Koutchala de la Commission du développement rural du Conseil national des transitions. Les visiteurs veulent s'enquérir de l'évolution de la campagne agricole 2022-2023. Paludisme et rhume règnent durant la saison des pluies. Tout le monde y est exposé. Quelles sont les raisons de la hausse du nombre de ces deux maladies actuellement? La réponse dans le dossier de Koumba Sissé. Sport avec Aridjou Matina, il parlera de basketball avec la deuxième journée de la phase carré d'As. De football, tournoi UFOA, Can Junior, Super Coupe Assimi Goïta et un mot de transfert. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La Commission du développement rural, de l'environnement, de l'assainissement, de l'eau et de l'énergie du Conseil national de transition est en visite dans certaines zones de production agricole du pays. La région de Koutchala est la première étape de cette tournée. La mission y a rencontré les responsables de la CMDT, les organisations paysannes, les cotonculteurs, les fournisseurs d'intrants et les services techniques du monde rural. L'objectif est d'échanger avec tous les acteurs sur les difficultés et constater l'évolution de la campagne agricole 2022-2023. Envoyés spéciaux Agibou Koulibaly et Aboubakar Traoré. À Koutchala, les membres de la Commission du développement rural, de l'environnement, de l'assainissement, de l'eau et de l'énergie du Conseil national de transition veulent à travers cette mission toucher du doigt les difficultés auxquelles les paysans sont confrontés. Cette tribune a permis d'échanger avec les responsables de la CMDT, les organisations paysannes, les cotonculteurs, les fournisseurs d'intrants et les services techniques du monde rural dans le cadre de la réussite de la campagne agricole 2022-2023. Occasion pour les organisations paysannes d'évoquer leurs difficultés et proposer des solutions de sortie de crise. Gaussou Sanogo, représentant des organisations paysannes de Koutchala. On peut dire Dieu merci, la pluviométrie a été correcte, mais nous n'avons pas eu d'intrants à temps. Même cet intrant que nous avons reçu, la qualité n'était pas là et la quantité aussi n'était pas là. Et la solution que nous avons proposée à cette délégation, c'est de demander à l'État, à ceux qui s'occupent de l'approvisionnement, de tout faire pour que les producteurs puissent recevoir leurs produits au moment où on ramasse le coton. Voilà, c'est la seule solution. En ce moment, le paysan est libre sur la gestion de ses intrants. La campagne agricole s'est présentement bien installée à Koutchala. La pluviométrie est presque normale et l'aspect végétatif des cultures est de nos jours très satisfaisant. Cependant, le grand problème qui perdure est le retard dans la mise en place des intrants agricoles comme le complexe coton, le complexe céréales et l'urée. Ibrahima Sissoko, administrateur général de la CMDT filiale nord-est à Koutchala. La physionomie de la campagne, en tout cas, se présente très très bien. Les plans, en tout cas, évoluent normalement. Les champs sont bien entretenus, malgré qu'effectivement, il y a eu des difficultés de démarrage, mais l'espoir est permis pour avoir, en tout cas, la production. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président de la Commission du développement rural, de l'environnement, de l'assainissement, de l'eau et de l'énergie du Conseil national de transition. Effectivement, il y a eu des difficultés. La question d'engrais est intimement liée à la qualité des fournisseurs. L'autre problème, c'était la menace en ce qui concerne la pluviométrie. Le problème majeur, c'était la question de sécurité. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toutes les interventions que nous avons écoutées n'ont pas posé le problème d'insécurité. Ça mérite d'être salué et ça mérite vraiment que nos femmes soient félicitées et les plus hautes autorités soient félicitées par rapport à cela. Malgré les difficultés, l'augmentation de la production est la résultante de l'utilisation à grande échelle des engrais d'amendement tels que le Fortinova et l'accès facile aux autres types d'intrants subventionnés. L'espoir demeure tout de même pour la réalisation d'une bonne campagne agricole 2022-2023. Auparavant, une visite de courtoisie avait été rendue aux autorités religieuses
et coutumière de Miangala, Tchala, Agibou Koulibaly et Abouakar Traoré pour l'ORTM. À Caille se tient un atelier de lancement technique du PRAPS de Mali. Financé conjointement à plus de 34 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS 2 Mali vise à améliorer la résilience des agro-pasteurs et les pasteurs. Benouko Fofana. Améliorer la résilience des pasteurs et agro-pasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel, tel est l'objectif du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS 2 Mali. Un projet dont l'atelier de lancement technique de la deuxième phase a eu lieu ce mardi 30 août dans la cité des Rails, sera mise en œuvre par les services techniques partenaires. Suleiman Diara, directeur technique PRAPS 2 Mali. Le lancement technique, c'est pour que le projet, avec les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre et les bénéficiaires puissent bien comprendre les objectifs du projet, la stratégie d'intervention, les différentes activités que le projet va mener. Ça va faciliter la mise en œuvre du projet. Financé conjointement par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali à hauteur de 34,5 milliards de francs CFA pour une durée de 6 ans, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel dans sa phase 2 vise 5 350 000 bénéficiaires directs, dont 30% de femmes et jeunes. Suleiman Diara, directeur technique PRAPS 2 Mali. Cette deuxième phase a été motivée par la satisfaction de tous les bénéficiaires, pas du Mali, du Burkina, du Tchad, de la Mauritanie, du Sénégal et du Niger. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Ces interventions ont permis de développer une dynamique partenariale basée sur le faire-faire et une approche d'ingénierie sociale. Je remercie l'ensemble des acteurs de mise en œuvre et saisis cette occasion pour vous exhorter à jouer pleinement votre partition pour l'atteinte des objectifs de cette deuxième phase en faisant preuve de beaucoup plus d'anticipation et d'innovation. Notons que cet atelier de lancement technique de la phase 2 du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel a regroupé les acteurs venus des régions de Koulikoro, Caille, Kita, Nioro, Nara, Caille, Benouko Fofana, Lassana Keita pour l'ORTM. L'AMDH, l'Association malienne des droits de l'homme, organise une journée d'échange avec la CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. L'activité intervient à la veille de la fin du mandat de la CVJR. Il s'agit de faire en sorte que le bilan de la commission soit reconnu et tracer la voie au nouvel organe qui va la remplacer. Pour plus de détails, nous écoutons Brahima Konaté, 4e secrétaire aux affaires juridiques et judiciaires de l'AMDH. Il est au micro de Batraori. La commission Vérité, Justice et Réconciliation est en fin de mandat. C'est le 31 décembre 2022 que la commission Vérité va fermer ses portes. Et elle a travaillé pendant 4 ans, 5 ans sur les victimes ou avec les victimes. Il s'agit pour nous d'accompagner la CVGR pour que tout le travail qu'elle a réalisé jusqu'ici ne tombe pas dans l'eau. Nous devons mobiliser à travers les autres organisations de la société civile, mobiliser la population pour que les résultats ou les recommandations qui ont été formulées par la CVGR puissent être pris en compte et rendus effectifs par le gouvernement. Il y aura 2 organes successeurs, l'organe pour la réparation des victimes et l'organe pour le centre de mémoire. Il s'agit pour nous de travailler en sorte que ces 2 organes, les lois qui vont être adoptées dans ce sens puissent être effectives et ensuite que les populations comprennent qu'il y a ces organes-là pour les accompagner jusqu'à ce que la réparation effective de toutes les victimes qui ont été enregistrées jusqu'ici puisse être une réalité. Actualité sur le continent, au Tchad, les membres de l'organe chargé de diriger les débats du dialogue national inclusif et souverain ont été officiellement installés hier en fin d'après-midi. Le présidium choisi dimanche dernier a été contesté par plusieurs participants dans son mode de désignation. En effet, des formations politiques et une partie de la société civile menacent désormais de se retirer des discussions pour contester la composition de l'instance chargée de diriger les travaux. Mais des démarches visant l'inclusion des absents sont en cours. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier sur la situation à Tripoli, en Libye. Cette rencontre intervient suite à des affrontements entre les groupes armés qui ont eu lieu à Tripoli, la capitale, le week-end dernier, faisant état de 32 morts ainsi que des dégâts matériels considérables. Les membres du Conseil de sécurité vont discuter sur l'avancée du processus électoral qui, pour eux, est la seule issue pour que la Libye accède à la paix. Au Soudan du Sud, les anciens rebelles rejoignent officiellement l'armée unifiée. Des milliers de combattants, dont d'anciens rebelles des camps rivaux de la guerre civile, ont intégré hier l'armée du pays lors d'une cérémonie de remise des diplômes. L'unification des ex-rebelles
loyaux au président Salva Kiir et à son rival, le vice-président Riek Machar, était une condition essentielle de l'accord de paix signé en 2018. Ce traité a permis de mettre fin à une guerre de 5 ans dans laquelle près de 400 000 personnes ont trouvé la mort. En Russie, le dernier président de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, Mikhail Gorbatchev, est mort hier à l'âge de 91 ans des suites d'une longue maladie grave à Moscou. Il avait œuvré à une réforme du système soviétique dans les années 1980 ainsi que la reprise des relations internationales mettant fin à la guerre froide qui a divisé le monde entre 1945 et 1991. Dans un message de condoléances, le président russe Vladimir Poutine a évoqué la mémoire d'un homme qui a eu une grande influence sur l'histoire du monde. De nombreux dirigeants occidentaux ont également rendu hommage à celui qui avait reçu le prix Nobel de la paix en 1990 pour avoir fortement réduit la confrontation Est-Ouest. Selon une source anonyme, il sera enterré à Moscou auprès de sa femme Raïssa Gorbatchev, décédée en 1999. En cette période d'hivernage, les rhumes et les paludismes constituent les premiers motifs de consultation dans nos différents centres de santé. Ces deux pathologies ont généralement les mêmes symptômes, comme par exemple la courbature, la fièvre, les maux de tête. Personne n'est à l'abri de ces deux maladies. Pourquoi cette augmentation des cas de paludisme et de rhume? Réponse avec Koumba Sissé, Aruna Diarra et Idrissa Traoré. Les douleurs musculaires, la fièvre, les maux de tête, la toux ou l'écoulement nasal, voilà quelques symptômes dont se plaignent la plupart des patients dans les différents centres de santé de Bamako. Au CCRF de Kalabankuro, tout comme au centre de santé communautaire de Yirimadjo, en passant par le CCRF de Korofina, ils sont nombreux à venir se faire consulter. Datige Koulibaly, patient. J'ai le rhume et la toux. J'ai une plaie au niveau de ma cuisse aussi. Je souffre de ces maladies depuis le début du mois d'août. Kadia Sangare, patiente. J'ai le rhume et je sens une douleur au niveau de mon oreille. J'ai aussi la fièvre et la toux. Aminata Sissoko, patiente. J'ai la migraine, puis mon corps chauffe. Mais j'ai la nausée souvent aussi. Au niveau de cette pédiatrie, il n'y a pratiquement pas de place pour les hospitalisations. Le lit est souvent partagé par 2 patients. Mohamed Diarra, pédiatre au CCRF de Kalabankuro. Nous sommes actuellement en période de forte transmission du paludisme. La période de forte transmission du paludisme, c'est pendant le mois de juin, juillet, août, septembre. Il faut noter que le paludisme tue un enfant toutes les 12 secondes en Afrique. Donc c'est pour vous dire que c'est une maladie qui constitue un problème réel de santé publique. À savoir que c'est les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes qui payent un lot tribut pour cette pathologie. Alors, pour faire la différence entre le rhume simple et le Covid-19, les patients sont généralement soumis à un test. Gaussou Kourekama, médecin au CCRF de Korofina. On reçoit beaucoup de patients qui viennent avec des éternuements, dyspnée, avec asthénie physique. Directement, ça nous met une puce à l'oreille. C'est le test qui permet de diagnostiquer si les patients présentent le syndrome grippal ou soit le Covid-19. Et pourtant, les facteurs favorisant ces deux maladies sont connus. Mohamed Diarra, pédiatre au CCRF de Kalabankuro. C'est la pollution atmosphérique. Il y a ce qu'on appelle aussi la promiscuité. La promiscuité, c'est le fait d'être rapproché un à un. Et cette contamination se fait lors de l'éternuement. Lorsque le malade tousse ou lorsque le malade éternue, il dégage ce qu'on appelle des petites gouttelettes, dans notre jargon qu'on appelle les gouttelettes de fluge, qui vont contaminer les autres. Effectivement, la période hivernale aussi constitue un des facteurs très favorisants pour cette pathologie, à cause de l'humidité et de la fraîcheur. Même la poussière, c'est l'un des facteurs très favorisants. En ce qui concerne le paludisme, c'est une maladie qui est liée vraiment à l'insalubrité. Par exemple, nous sommes en période hivernale, il y a beaucoup d'eau stagnante dans nos rues, donc il faut les éviter. Selon les spécialistes, en cas de signe du rhume ou du paludisme, les intéressés doivent immédiatement se faire consulter pour éviter les complications. Nuhumso, médecin au centre de santé communautaire de Yirimadjo. Le rhume, il est d'origine virale. Alors tout ce qui est virus, c'est vraiment des arthralgies, de fortes douleurs au niveau des articulations, ça peut entraîner de fortes fièvres, des maux
de gorge, donc qui peuvent impacter le malade sur le plan alimentation, donc ça fait affaiblir. Alors le paludisme, on sait que quand la prise en charge n'est pas adéquate, il peut y avoir des complications mortelles, notamment l'anémie qui peut s'installer. On a ce qu'on appelle le neuropaludisme qui est très fréquent chez les enfants, surtout les enfants de 0 à 5 ans. Pour prévenir les infections liées à ces deux pathologies, la population doit se protéger contre l'humidité en portant des vêtements lourds et longs, éviter la poussière, dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides et vivre dans un environnement sain. Et en cas de rhume ou de toux, le patient doit porter un masque pour ne pas contaminer les autres. Bonjour Aridou Matina. Bonjour Tenemba Monikata. Basketball, la deuxième journée de la phase Caridas était au programme hier. Oui, cette deuxième journée a permis à 2 clubs d'obtenir déjà leur qualification pour le play-off. Il s'agit des dames du Djoliba Athletic Club et des hommes de l'AS Mandé. Ces deux formations enregistrent chacune 2 victoires en 2 sorties. Hier, les résultats obtenus chez les dames, le Djoliba AC, à l'issue des matchs âprement disputés, s'est imposé finalement 83-80 face à l'AS Police. Le Stade malien de son côté a battu Calaban Sport Club 63-49. Au niveau des hommes, l'AS Mandé a pris le meilleur sur Atar Club de Kidal, battu 67-64. C'est là après prolongation. Cette seconde victoire des Mandégas leur ouvre la voie du play-off. Le Caridas, qui se joue en 3 journées, prend fin ce mercredi en série dames à 19h. Le Djoliba Athletic Club affronte Calaban Sport Club dans une rencontre sans enjeu. Le Djoliba AC est déjà qualifié et KSC est éliminé. À 17h, l'AS Police croise le fer avec le Stade malien de Bamako pour une place pour le play-off. L'équipe qui sortira victorieuse retrouvera en play-off le Djoliba Athletic Club. Chez les hommes, toujours ce mercredi, à 15h, il y aura le choc Atar Club Stade malien de Bamako. Le vainqueur de ce match, à l'allure de finale, retrouvera en play-off l'AS Mandé qui joue à 21h contre l'AS Real dans un match sans enjeu. Tournoi UFOA qualificatif pour la phase finale de la CAN Junior. Le Mali a bien entamé la compétition hier en battant la Sierra Leone 3-0. Oui, c'était l'entrée en lice des équipes du groupe A du tournoi zonal UFOA, Union des fédérations ouest africaines de football, un tournoi qualificatif pour la CAN Junior 2023 en Égypte. Ainsi, les juniors maliens, pour leur entrée en matière, se sont imposés 3-0 devant la Sierra Leone. L'autre match du groupe du Mali a vu la victoire de la Mauritanie 2-1 face à la Guinée et Bissau. La prochaine sortie des Aiglons est prévue ce samedi 3 septembre face à la Guinée à Bissau. 8 formations réparties en 2 groupes participent à ce tournoi en Mauritanie. Les 2 premiers se qualifient pour les demi-finales et les finalistes obtiendront leur billet pour la phase finale de la CAN Junior en 2023. Super Coupe Assimi Goïta, la compétition bat son plein. Les rencontres de la 3e journée ont démarré hier. Oui, c'était d'ailleurs le début des matchs de la 3e journée dans le duel des mal classés. Ségou l'a emporté 2-0 face à Caille. En seconde heure, Koulikoro s'est imposé 3-1 face à l'équipe de la présidence. Transfert des footballeurs, c'est ce soir que les marchés se referment. C'est la dernière ligne droite pour les clubs de recruter de nouveaux joueurs pour renforcer leur effectif. Le marché se referme ce mercredi à minuit et selon les spécialistes du domaine, dont le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, plusieurs transferts sont en cours avant la fermeture. Déjà hier, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature de l'Espagnol Fabian Ruiz en provenance du club italien de Naples. Le club anglais de Chelsea vient tout à l'heure d'annoncer le recrutement du défenseur français Wesley Fofana en provenance de Leicester. Quelques footballeurs maliens aussi ont changé de club. L'attaquant Khalifa Koulibaly, libre de tout contrat avec Nantes, s'est engagé avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Amidou Traoré Dou, qui jouait en Turquie, a signé en faveur du Partizan de Belgrade de la Serbie. Le latéral malien Youssouf Koné a été prêté à Ajaccio par son club, l'Olympique lyonnais. Merci Aridou Matina. Chronique de l'environnement. Chronique de l'environnement, donc la rédaction s'intéresse aujourd'hui à l'arbre comme support aux économies locales, appelé Arbre Sel, un projet de cogestion durable des ressources forestières autour du complexe des aires protégées de Bougouni-Yanfoïla. Il est financé par l'ambassade de Norvège au Mali et exécuté par Mali Folk Center Nieta, une ONG innovante malienne travaillant sur la promotion de solutions durables
pour un développement économique local inclusif et résilient au changement climatique. Chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Mali Force Center Nieta a pour mission de transformer les potentialités existantes en opportunités pour le développement socio-économique durable du Mali et du Sahel. Le projet Arbre comme support aux économies locales appelé Arbre-Sel en est une parfaite illustration. Dr Ibrahima Togola est le président du conseil d'administration de Mali Force Center Nieta. De 1999 à 2008, sur les 100%, on peut dire 95% des activités de Mali Force Center étaient basées sur les énergies renouvelables, solaires dans les centres de santé, les places publiques, les écoles, les biogaz, le pourguerre, etc. Mais aujourd'hui, l'économie locale, l'entrepreneuriat représente 80% des activités et peut-être les énergies renouvelables représentent peut-être 5% des activités des Mali Force Center. Cette cogestion durable des ressources naturelles est une première expérience de partenariat public-privé au Mali. Elle a concerné le complexe des forêts classées et des aires protégées de Bougouni-Yanfolila. Elle met en relation l'État, les collectivités territoriales, les communautés locales et l'opérateur privé. Mahamadou Diara, directeur exécutif de Mali Force Center Nieta. Sur le plan d'appui aux unités de coopératives, on a eu à installer plusieurs unités de valorisation de noix de karité en beurre et aussi des unités de miellerie, et aussi la valorisation du Kenkeliba ainsi que les espaces maraîchers. Tout ça dans le but de mener la protection de l'arbre et aussi utiliser l'arbre comme étant un élément de soutien à l'économie locale. Le projet a contribué à l'amélioration des sources de revenus et des conditions de vie des populations avec 1200 personnes impliquées dans de nouvelles activités économiques. Djegé Sidibé est bénéficiaire du projet à Colonie à Yanfolila. Auparavant, nous ramassions les noix de karité puis nous les travaillions à la main en faisant bouillir. C'est chaud. Nous pouvons faire toute la journée sur le travail des noix de karité de façon manuelle. Mais actuellement, avec l'appui de Mali Folk Center, nous avons eu du matériel pour transformer les noix de karité et en tirer profit. Aussi, dans nos villages et nos communes, avant, on avait une façon archaïque de mettre le feu dans la forêt. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les animaux en souffraient à cause de ces feux. La protection de l'environnement chez nous a été bénéfique pour les femmes. Le projet, dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, a mis l'accent sur la diversification des sources de revenus à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux et ligneux avec l'installation des unités de transformation. Mohamed Ag Inoren, chef de programme à l'ambassade de Norvège au Mali. Le climat et l'environnement constituent le cadre de tous les efforts de la coopération et développement de la Norvège. L'appui aux projets qui travaillent dans le domaine d'adaptation de l'agriculture au changement climatique représente une partie importante des efforts qui soutiennent la Norvège au Mali. Les autres axes d'intervention sont l'amélioration de la gestion des ressources en eau, augmenter l'utilisation des ressources renouvelables telles que les énergies solaires et améliorer la gestion des ressources animales. Par exemple, le projet Arbre-Sel comme arbre comme support économique local qui est mis en œuvre par Mali Folk Center est un exemple de l'appui de la Norvège dans la protection de l'environnement au Mali. Ce projet est financé par le ministère norvégien des Affaires étrangères à travers l'ambassade de Norvège au Mali. Melissa Sovik, deuxième secrétaire à l'ambassade de Norvège au Mali. Le projet Arbre-Sel 2, financé en hauteur de 1,8 milliard de francs CFA, a permis, entre autres, la formation de jeunes dans l'emploi verte, comme l'installation de panneaux solaires, l'apiculture, le greffage et la transformation de produits forestiers, ainsi que la recherche de nouvelles variétés d'arbres plus résilients au changement climatique. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Cette intervention auprès de Mali Fox Center est saluée par tout le gouvernement de la transition. Je me rappelle au lancement même du programme, j'étais sur place auprès du président Togola pour lancer ces activités-là. L'importance de ces activités est quand même saluée. Pourquoi ? Parce que dans une période de transition où il n'y a pas d'emploi, ces activités financées par la Norvège à Mali Fox Center permettront de créer des emplois directs quand même très appréciés par le gouvernement du Mali. Et ces emplois directs feront que à l'enchaînement d'autres emplois indirects viendront pour développer cette activité. 39 villages de 8 communes riveraines du complexe des forêts classées et des aires protégées de Bougouni-Yanfolila ont bénéficié de ce projet.
Merci Agibou Koulibaly. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Une présentation de Tenemba Mounikata, mise en onde assurée par Abse Traoré et réalisation Maïmouna Guindo, mise en ligne par Marcel Tessogué, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.